Elle n'a jamais vu son visage, mais elle lui a donné son cœur. Sur Facebook, elle a créé un amour sans savoir qui elle aimait. Elle a confondu l'homme et a embrassé un millionnaire. Cette erreur a changé le destin de tous cette nuit-là. Marine a toujours su que le monde avait des couleurs, même sans les avoir jamais vues. Sa mère lui disait souvent que le jaune était chaud comme le soleil de l'après-midi, que le bleu était frais comme la brise qui entrait par la fenêtre de la cuisine, et que le rouge était intense comme l'amour qu'elle ressentait pour elle. Mais Marine a grandi sans ces références visuelles, et avec le temps, elle a appris que le monde pouvait être perçu d'autres manières. L'odeur du café filtre de bon matin, le bruit des bus passant sur l'avenue, la texture rugueuse du béton sous ses pieds nus quand elle était enfant. Tout cela formait son univers, un univers fait de sensations que personne d'autre ne semblait valoriser. Elle habitait à Paris, dans la banlieue Est, à Montreuil, un quartier ouvrier où les maisons se serraient les unes contre les autres, comme si elles se disputaient l'espace pour exister. Les rues étaient pleines de nids de poules, les murs tagués, et le bruit constant des scooters et des vieilles voitures composait la bande-son quotidienne. Marine connaissait chaque recoin de cet endroit, chaque marche irrégulière, chaque lampadaire tordu. Elle avait 27 ans et vivait seule, dans un petit appartement hérité de sa mère, décédée 3 ans plus tôt. La solitude s'était installée dans cet espace avec elle, comme une locataire invisible qui ne payait jamais de loyer. Elle travaillait comme femme de ménage. Ou plutôt, elle essayait de travailler. Les emplois étaient toujours temporaires. 1 semaine ici, 2 jours là. Les gens l'embauchaient avec bonne volonté, mais se rendirent vite compte qu'avoir une employée aveugle exigeait de la patience, de l'adaptation, et peu étaient disposés à cela. Marine entendait les excuses, toujours gentilles, toujours précautionneuses. Ce n'était pas sa faute, disait-il. C'est juste qu'ils avaient besoin de quelqu'un de plus rapide, quelqu'un qui verrait mieux les coins, quelqu'un de différent. Elle remerciait, gardait son amertume au fond de son cœur et allait de l'avant, parce que c'était ce qu'elle savait faire. Aller de l'avant, même quand le chemin était sombre. Les nuits étaient le pire moment. Quand le bruit de la rue diminuait et que le silence entrait par la fenêtre, Marine sentait le poids de la solitude d'une manière qu'aucun mot ne pourrait décrire. C'était comme si le monde avait oublié qu'elle existait. Personne n'appelait, personne n'envoyait de messages, personne ne frappait à la porte. Elle dînait seule, écoutait la radio seule, dormait seule. Et quand elle se réveillait, tout recommençait. Le cycle de l'invisibilité. Ce fut lors d'une de ces nuits, alors qu'elle naviguait sur son téléphone avec le lecteur d'écran activé, que Marine décida de faire quelque chose de différent. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'inscrivit sur un réseau social, elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, peut-être à rien, peut-être juste une autre façon de passer le temps. Mais quelque chose en elle, une faible étincelle d'espoir, lui murmurait que peut-être, juste peut-être, il y aurait quelqu'un de l'autre côté de cet écran disposé à la voir vraiment. Elle créa un profil simple, nom, âge, ville. Elle ne mit pas de photos, elle ne savait pas comment se photographier, et franchement, elle ne pensait pas que cela importait. Dans sa description, elle n'écrivit qu'une seule phrase. « J'aime la musique, les conversations sincères et sentir que j'existe. » C'était le plus honnête qu'elle ait pu être. Les premiers jours, rien ne se passa. Marine vérifiait l'application le matin, l'après-midi, le soir. Aucun message, aucun like, aucun signe que quelqu'un ait remarqué sa présence. Elle commença à regretter. Peut-être que le monde numérique était aussi excluant que le monde réel. Peut-être même plus. Après tout, là-bas, tout le monde avait une image parfaite, une vie éditée, un sourire fabriqué. Et elle? Elle n'était qu'une voix sans visage, une présence invisible au milieu de millions. Mais alors, un mercredi pluvieux, tandis qu'elle écoutait le son de l'eau frappant la fenêtre, une notification retentit sur son téléphone. Quelqu'un avait envoyé un message. Marine sentit son cœur s'accélérer. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle activait le lecteur d'écran. La voix robotique de l'application lut « Nouveau message de Gabriel. Bonjour Marine. J'ai vu votre profil et j'ai trouvé votre description magnifique. Vous aimez vraiment la musique? Quel est votre style? » Marine relut le message 3 fois, juste pour être sûre que c'était réel. Gabriel. Le nom résonna dans son esprit comme une mélodie. Elle prit une profonde inspiration et commença à taper lentement,
choisissant chaque mot avec soin. « Bonjour Gabriel, merci pour votre message. Oui, j'aime beaucoup la musique, tous les genres en fait, mais j'ai une tendresse particulière pour la chanson française, ces vieilles chansons qui semblent raconter des vies entières. Et vous ?» La réponse vint vite, plus vite qu'elle ne l'attendait. J'aime aussi la chanson française. Brel, Brassens, Piaf. Je pense que la musique a le pouvoir de dire ce que les mots seuls ne peuvent pas. Vous jouez d'un instrument ? Marine sourit. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas souri comme ça, vraiment. Je ne joue de rien. Mais je chante. Seul, bien sûr. Personne ne m'a jamais entendu. Je crois que je chante plus pour moi-même que pour qui que ce soit d'autre. La conversation coula de source, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Gabriel posait des questions, mais pas les questions évidentes, que tout le monde posait. Il ne demanda rien sur sa cécité, ne demanda pas d'explication, ne montra aucune pitié. Il posa des questions sur ses rêves, sur ses peurs, sur ce qui la rendait heureuse. Et Marine, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vue, pas par les yeux, mais par quelque chose de bien plus profond. Les jours suivants, les messages devinrent une routine. Gabriel écrivait le matin, lui souhaitant une bonne journée. Il écrivait l'après-midi, lui demandant comment s'était passée sa journée. Il écrivait le soir, partageant des pensées, des souvenirs, de petits fragments d'une vie qu'il ne révélait jamais complètement. Marine ne savait rien de lui. Elle ne savait pas où il vivait, ce qu'il faisait, s'il avait une famille. Et, étrangement, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était la connexion, la sensation que quelqu'un l'écoutait enfin. Il envoya une chanson. « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Marine l'écouta, émue, puis il en envoya une autre. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Elle pleura. Pas de tristesse, mais de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. C'était comme si chaque chanson était un morceau de lui qu'il partageait, un cadeau invisible, mais réel. Marine commença à attendre les messages avec une anxiété qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se réveillait, et la première chose qu'elle faisait était de vérifier son téléphone. Gabriel était toujours là. « Bonjour Marine. J'espère que vous avez rêvé de belles choses. » Elle répondait le cœur battant, choisissant des mots qui exprimaient ce qu'elle ressentait sans trop en révéler. « Bonjour Gabriel, j'ai rêvé que j'étais dans un endroit où la solitude n'existait pas. C'était bien temps que ça a duré. » Sa réponse arriva chargée d'une mélancolie que Marine sentit traverser l'écran. « Je sais bien ce qu'est la solitude, Marine. Parfois, je pense que c'est la seule compagnie constante que j'ai. » Marine voulut en demander plus, mais quelque chose dans sa façon d'écrire lui fit comprendre qu'il y avait des douleurs qu'il n'était pas encore prêt à partager. Et ce n'était pas grave. Elle aussi avait les siennes. Les semaines passèrent et la connexion entre eux s'approfondit. Gabriel parlait de nuits d'insomnie, de la sensation de vivre une vie qui ne semblait pas la sienne, de la difficulté de faire confiance aux gens. Marine parlait de l'invisibilité, de la frustration d'être traitée comme incapable, de la peur de ne jamais s'être vraiment aimé. Ils se comprenaient dans une langue que peu de gens parlaient, la langue de la solitude partagée. Un vendredi soir, Marine était allongée dans son lit quand son téléphone sonna. C'était Gabriel. « Marine, je peux vous dire quelque chose ? Quelque chose qui est peut-être étrange. » « Bien sûr, Gabriel, vous pouvez parler. Je crois que je commence à ressentir quelque chose pour vous. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, je ne sais pas si c'est trop tôt. Mais je sens que vous me comprenez d'une manière que personne d'autre ne peut. Et c'est rare, très rare. » Marine sentit ses yeux brûler. Des larmes coulèrent sur son visage sans demander la permission. Elle tapa avec des mains tremblantes. « Je le ressens aussi, Gabriel. Et j'ai peur. Peur que ce ne soit qu'une illusion. Peur que vous disparaissiez. Je ne disparaîtrai pas, Marine, je le promets. » Mais les promesses, Marine le savait, étaient fragiles. Elles pouvaient être brisées aussi facilement qu'elles étaient faites. Pendant ce temps, la vie réelle de Marine suivait son cours aride. Elle continuait à chercher du travail, continuait à être renvoyée, continuait à rentrer chez elle les mains vides et le cœur lourd, jusqu'à ce qu'un jour elle reçoive un appel. C'était d'une agence d'intérim. Ils avaient un poste de femme de ménage dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Un travail fixe, en CDI, avec un bon salaire. Marine n'en crut presque pas ses oreilles. « Y a-t-il un détail que je dois savoir ?» demanda-t-elle, méfiante. Il y avait toujours des détails.
La femme à l'autre bout du fil hésita avant de répondre. Le propriétaire est très réservé. Il n'aime pas les interactions. La gouvernante vous donnera toutes les règles le premier jour. Mais c'est un bon emploi, Marine. Peu de gens y restent. Mais si vous suivez les règles, tout se passera bien. Marine accepta. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de stabilité, d'un salaire qui lui permettrait de payer ses factures sans difficulté. Et si le prix était le silence, alors elle le paierait. Après tout, elle avait l'habitude de passer inaperçue. Le dimanche suivant, Marine prit 2 bus et un métro pour arriver à Neuilly-sur-Seine. Elle n'était jamais allée dans ce quartier. Elle sentait au son des rues que c'était différent, plus silencieux, plus propre. Même l'air semblait plus léger. Un chauffeur privé, envoyé par la maison, vint la chercher à la station de métro et la conduisit à l'hôtel particulier. Quand Marine descendit de la voiture, elle sentit l'immensité du lieu. Elle ne pouvait pas voir, mais la façon dont le son se propageait indiquait de vastes espaces, de hauts plafonds, de grands jardins. C'était un autre monde. Un monde loin du sien. La gouvernante, Madame Célia, l'accueillit à la porte. C'était une femme à la voix ferme, mais pas dure. Il y avait une certaine rudesse en elle, mais aussi quelque chose de maternel. « Marine, soyez la bienvenue. Je vais vous montrer la maison et vous expliquer les règles. Faites bien attention, car je ne répéterai pas. » Marine acquiesça, tenant fermement sa canne. La maison était immense. Madame Célia la guida à travers de larges couloirs, d'énormes salons, des chambres qui semblaient n'avoir jamais été utilisées. Elle expliqua où se trouvaient les produits de nettoyage, quelles zones nécessitaient plus d'attention, quelles pièces étaient interdites. Et la règle la plus importante, Marine, monsieur n'aime pas être dérangé. Vous ne devez pas lui parler, vous ne devez pas faire de bruit inutile, vous ne devez pas poser de questions. C'est un homme très occupé et très réservé, compris? Marine comprit, une fois de plus, elle serait invisible. Mais cette fois, elle était payée pour ça. Les premiers jours, Marine suivit les règles à la lettre. Elle nettoyait en silence, évitait les heures où elle savait que le propriétaire serait là, gardait la tête baissée. Elle ne le vit jamais, pas une seule fois. Mais elle savait qu'il était là. Elle sentait sa présence, comme une ombre qui se déplaçait dans les couloirs sans jamais se révéler. Le soir, en rentrant chez elle, Marine trouvait refuge dans les messages de Gabriel. Il continuait d'être là, seule lumière au milieu de sa routine épuisante. Elle lui racontait son nouveau travail, l'hôtel particulier silencieux, la sensation étrange d'être dans un endroit si grand et en même temps si vide. « On dirait un mausolée », écrivit-elle un soir. « Peut-être que c'en est un, répondit Gabriel. Parfois, les gens construisent des murs si hauts pour se protéger qu'ils finissent par s'emprisonner. » Marine ne le savait pas, mais pendant qu'elle tapait ces mots, Gabriel était de l'autre côté de la ville, assis dans le salon de son propre hôtel particulier, regardant l'écran de son téléphone avec une expression qui mêlait culpabilité et désir. Parce que Gabriel n'était pas celui qu'il prétendait être. Gabriel n'était qu'un nom. Une identité créée une nuit de désespoir, quand la solitude était devenue trop insupportable. L'homme derrière le profil était Henri Lemaire, l'un des entrepreneurs les plus riches du pays. Propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de France, héritier d'un empire familial et complètement détruit de l'intérieur. Henri avait 38 ans et vivait comme un fantôme depuis 5 ans. Il avait perdu sa fiancée, Amandine, dans un accident de voiture. Elle revenait d'une fête de mariage quand un chauffeur ivre avait envahi la voie opposée. Henri n'était pas dans la voiture. Il était resté à la maison, trop fatigué pour sortir. Et depuis, il portait la culpabilité comme une chaîne attachée à sa poitrine. S'il était allé avec elle, peut-être aurait-il réussi à la convaincre de ne pas conduire. Peut-être lui aurait-il sauvé la vie. Peut-être, peut-être, peut-être. Après l'accident, Henri s'était éloigné de tout et de tous. Il avait vendu l'appartement qu'il partageait avec Amandine, acheté l'hôtel particulier à Neuilly et s'y était enfermé. Il dirigeait l'entreprise depuis chez lui, évitait les événements sociaux, refusait les dîners, les interviews, tout ce qui l'obligeait à interagir. Les gens disaient qu'il était devenu fou de chagrin. Peut-être avait-il raison. Ce fut lors d'une nuit d'insomnie, alors qu'il naviguait sans but sur Internet, qu'Henri créa le faux profil. Il n'avait pas l'intention de l'utiliser.
C'était juste une façon de se sentir connecté, même pour de faux. Mais alors il vit le profil de Marine. Il lut sa description. « J'aime la musique, les conversations sincères et sentir que j'existe. » Et quelque chose en lui se brisa, ou se répara. Il ne savait pas trop. Il envoya le premier message sans trop réfléchir. Et quand elle répondit, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De la curiosité. L'envie de continuer. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, il se surprit à attendre ses réponses avec la même anxiété qu'un adolescent amoureux. Marine ne savait pas qui il était, et Henri s'accrochait à cela comme un naufragé à un morceau de bois. Avec elle, il n'avait pas besoin d'être le milliardaire. Il n'avait pas besoin de porter le poids de son nom de famille, de sa fortune, des attentes. Il pouvait être simplement Gabriel, un homme ordinaire. Un homme qui savait encore ressentir. Mais alors Marine commença à travailler chez lui, et Henri paniqua. Elle était là, à quelques mètres de distance, nettoyant les mêmes couloirs qu'il parcourait, respirant le même air, et elle n'en avait aucune idée. Henri se mit à l'éviter encore plus. Il s'enfermait dans son bureau, ne sortait que lorsqu'il était sûr qu'elle était déjà partie. Mais en même temps, il ressentait un besoin douloureux de la voir, de comprendre qui était la femme qui avait changé quelque chose en lui sans le savoir. Une nuit, alors que Marine nettoyait l'étage supérieur, Henri oublia qu'elle était là. Il avait bu plus que de raison. L'anniversaire de la mort d'Amandine le détruisait toujours, et cette année ne faisait pas exception. Il s'enferma dans son bureau avec une bouteille de whisky et laissa la douleur sortir. Il parla seul, comme il le faisait toujours ces nuits-là. Il demanda pardon à Amandine. Il dit qu'elle lui manquait. Il dit qu'il était fatigué de vivre comme un mort. Marine entendit tout. Elle était de l'autre côté de la porte, paralysée. La voix de l'homme était désespérée, chargée d'une angoisse qu'elle connaissait bien. C'était la voix de quelqu'un de brisé. Et pour une raison quelconque, cette voix lui sembla étrangement familière. Quand la porte s'ouvrit et qu'Henri sortit, il la trouva là, debout, avec l'expression de quelqu'un qui avait entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Pendant une seconde, ils restèrent en silence. Henri pensa à la renvoyer, à faire comme si rien ne s'était passé. Mais alors Marine parla. « Excusez-moi, je ne voulais pas entendre. Mais j'ai entendu. Et je veux juste que vous sachiez que vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, je comprends. Je comprends la douleur. » Henri la regarda vraiment et vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. De la compassion. Pas de la pitié. De la compassion. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas jugé. Les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Henri se montra davantage. Parfois, il restait dans le salon pendant que Marine nettoyait. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils échangeaient juste quelques mots, gentils, précautionneux. Madame Célia observait tout avec une expression de quelqu'un qui en savait plus qu'elle ne le devrait, mais ne disait rien. Marine ne le savait pas, mais pendant ce temps, Gabriel continuait d'envoyer des messages. Et elle continuait de répondre, partagée entre deux mondes qui, sans qu'elle le sache, n'en étaient en réalité qu'un seul. Et c'est ainsi que tout commença, avec un mensonge, avec deux cœurs brisés, et avec l'espoir fragile que peut-être, juste peut-être, il y avait encore de la place pour quelque chose de vrai. Les semaines qui suivirent furent les plus confuses de la vie de Marine. Pendant la journée, elle nettoyait l'hôtel particulier silencieux, échangeant quelques mots avec l'homme qui l'habitait. Un homme à la voix grave, à la présence mélancolique, qui ne révélait jamais son nom et qu'elle avait pris l'habitude d'appeler simplement « Monsieur », comme Madame Célia le lui avait appris. Le soir, elle rentrait dans son appartement de Montreuil et se plongeait dans les conversations avec Gabriel, l'homme virtuel qui était devenu sa raison de sourire. Deux hommes, deux mondes. Et Marine partageait entre eux sans savoir qu'ils étaient en la même personne. Henri, de son côté, vivait un tourment constant. Chaque message qu'il envoyait à Marine, via le faux profil, était un coup de poignard dans sa propre conscience. Chaque fois qu'il la voyait dans la maison, nettoyant les meubles avec soin, fredonnant doucement des chansons qu'il lui avait envoyées par téléphone, il sentait le poids du mensonge grandir. Mais en même temps, il ne pouvait pas s'arrêter. Parce que pour la première fois en 5 ans, il se sentait vivant. Et c'était aussi effrayant qu'addictif.
Un jeudi après-midi, Marine nettoyait la bibliothèque quand Henri entra. Elle sentit sa présence avant même de l'entendre. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'air bougeait quand il était là. « Désolé de vous déranger », dit-il, la voix toujours chargée de cette tristesse qui semblait ne jamais le quitter. « Je suis juste venu prendre un livre. » Marine arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers la voix. « Vous ne dérangez pas. La maison est à vous. » Henri prit un livre sur l'étagère mais ne partit pas. Il resta là, debout, à l'observer. Marine ne pouvait pas le voir, mais elle sentait son regard sur elle. C'était étrange. Pas inconfortable, mais étrange. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il, brisant le silence. Marine sourit, un petit sourire, mais sincère. « J'aime les livres audio. Ce n'est pas la même chose, je sais, mais c'est ce que j'ai. » Henri sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il se souvint des conversations avec elle via le faux profil. Elle avait mentionné qu'elle aimait les histoires, les vieux romans, la poésie. Il lui avait même envoyé quelques recommandations. « Quel est votre préféré ?» Marine réfléchit un instant. « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Il y a un passage qui m'a toujours marqué. C'est quand le personnage se rend compte qu'il a passé toute sa vie à attendre quelque chose qui ne viendrait jamais. Et je pense que beaucoup de gens vivent comme ça, en attendant. Toujours en attendant. Henri déglutit. Ces mots étaient une lame aiguisée traversant son âme. Parce qu'il savait exactement de quoi elle parlait. Lui aussi avait vécu en attendant que la douleur passe, en attendant qu'Amandine revienne, en attendant que la vie ait à nouveau un sens. « C'est un beau choix, » dit-il, la voix presque un murmure. Marine se retourna pour continuer le nettoyage, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Henri parla de nouveau. « Vous chantez ?» Marine s'arrêta, surprise. « Comment le savait-il ? Comment savez-vous que je chante ?» Henri réalisa son erreur. Il paniqua une seconde, mais se reprit rapidement. « Parfois, je vous entends. Quand je suis dans mon bureau, vous chantez doucement en travaillant. Vous avez une belle voix. » Marine sentit son visage chauffer. Personne n'avait jamais complimenté sa voix. Personne n'y avait jamais vraiment prêté attention. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant que dire de plus. Henri sortit de la bibliothèque avec le livre à la main et le cœur en miettes. Il était de plus en plus difficile de maintenir la supercherie, de plus en plus douloureux d'être près d'elle en sachant qu'elle ne savait pas qui il était vraiment. Ce soir-là, Marine reçut un message de Gabriel. « Marine, je peux vous poser une question personnelle. »« Bien sûr, Gabriel. Allez-y. Êtes-vous déjà tombée amoureuse ?» Marine sentit son cœur s'emballer. La question était directe, presque brutale dans son honnêteté. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Une fois, il y a longtemps. Mais ça n'a pas marché. Il n'arrivait pas à me voir au-delà de ma cécité. J'étais toujours la pauvre petite fille, celle qui avait besoin d'aide. Je n'ai jamais été la femme qu'il désirait. Et vous? Êtes-vous déjà tombé amoureux ?» La réponse de Gabriel tarda à venir. Quand elle arriva, elle était chargée d'une douleur que Marine sentit traverser l'écran. Oui, profondément. Et je l'ai perdue. Pas par choix, mais à cause de circonstances qui étaient hors de mon contrôle. Et depuis, je ne peux plus me permettre de ressentir à nouveau. J'ai peur que tout ce que je touche se brise. Marine sentit ses yeux brûler. Il y avait une sincérité dans ces mots qui la bouleversa. Elle tapa lentement, choisissant chaque mot avec soin. « Je comprends votre peur, Gabriel. Mais je pense que vivre dans la peur de se briser, c'est la même chose que d'être déjà brisé. Et peut-être qu'on a besoin de se permettre de ressentir, même si ça fait mal. Parce que la douleur, au moins, prouve qu'on est encore en vie. » Henri lut ces mots, enfermé dans le bureau de son hôtel particulier, avec une bouteille de whisky à moitié vide à côté de son ordinateur. Et pour la première fois depuis la perte d'Amandine, il pleura. Il pleura vraiment. Pas des larmes silencieuses de deuil, mais des sanglots bruyants, douloureux, libérateurs. Il pleura pour la fiancée qu'il avait perdue. Il pleura pour les années qu'il avait gaspillées à se cacher, et il pleura pour la femme qui, sans le savoir, était en train de le sauver. Madame Célia entendit les pleurs à travers la porte fermée du bureau. Elle n'entra pas. Elle savait qu'il y avait des douleurs qui devaient être ressenties seule. Mais le lendemain, quand Marine arriva pour travailler, la gouvernante l'appela pour une conversation. « Marine, asseyez-vous ici avec moi un moment. »
Marine obéit, s'asseyant sur la chaise de la cuisine pendant que Madame Célia préparait un café. « Vous remarquez qu'il est différent, n'est-ce pas ?» Marine hésita avant de répondre. « Oui, il semble moins triste, ou peut-être juste moins perdu. » Madame Célia servit le café et plaça la tasse dans la main de Marine avec précaution. Il a perdu quelqu'un il y a quelques années, une personne très importante, et depuis il vit comme s'il avait aussi perdu l'envie de continuer. Mais depuis que vous êtes arrivé, quelque chose a changé. Il sort de son bureau, il parle, il sourit même de temps en temps, et je voulais juste que vous sachiez que, même sans vous en rendre compte, vous faites une différence. Marine tint la tasse à 2 mains, sentant la chaleur traverser la porcelaine. Je ne fais rien de spécial, je suis juste là. Et parfois, c'est tout ce dont les gens ont besoin. De quelqu'un qui soit là. Marine pensa à ces mots toute la journée. Elle pensa à Gabriel, à l'homme de la maison, à la façon dont ils semblaient tous deux porter des douleurs similaires. Et un instant, elle souhaita pouvoir les réunir. Faire en sorte que l'homme virtuel et l'homme réel ne fassent qu'un, car séparés, ils étaient tous deux incomplets. La semaine suivante, Henri fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il prépara la maison pour recevoir quelqu'un. Pas une visite formelle, pas un dîner d'affaires, mais un moment. Un moment juste pour lui et pour Marine. Il demanda à Madame Célia de préparer un thé spécial, celui que Marine avait mentionné aimer dans les messages de Gabriel. Il arrangea le salon avec des coussins confortables. Il mit une musique d'ambiance et il attendit. Quand Marine arriva ce soir-là pour son service de nuit qu'elle faisait parfois, Henri l'attendit à l'entrée. « Marine, pourriez-vous venir au salon un moment? J'aimerais vous parler. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de plus léger, de plus plein d'espoir, bien sûr. Henri la guida jusqu'au salon, lui tenant le bras avec délicatesse. Marine sentit sa main sur la sienne et un frisson parcourut son échine. C'était la première fois qu'il la touchait vraiment. Quand ils s'assirent, Henri servit le thé. Marine reconnut immédiatement l'odeur. C'était le thé à la camomille et au miel qu'elle avait dit adorer dans une conversation avec Gabriel. « Comment saviez-vous que j'aime ce thé ?» demanda-t-elle, la voix chargée de surprise. Henri se figea. Encore une erreur, encore une fissure dans le mensonge. « Madame Célia me l'a dit, mentit-il, la voix presque défaillante. Elle a dit que vous en aviez parlé. » Marine accepta l'explication, mais quelque chose en... Elle commença à bouger. Un doute, une sensation étrange qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ils parlèrent pendant des heures. Henri parla de l'entreprise, de la pression de porter un héritage familial, de la solitude qui accompagnait le succès. Marine parla de la difficulté d'être vue dans un monde qui valorise tant l'apparence, des emplois perdus, de la sensation d'être toujours le dernier choix. Et plus il parlait, plus Henri sentait le mensonge devenir insoutenable. À un moment donné, Marine se mit à fredonner une chanson. C'était l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, la même que Gabriel, lui, avait envoyée des semaines auparavant. Henri sentit son cœur s'emballer. Il s'excusa, alla dans son bureau et enregistra. Il enregistra sa voix qui remplissait de vie cette maison vide. Il l'enregistra parce qu'il voulait se souvenir, parce qu'il avait besoin de se souvenir qu'il y avait de la beauté dans le monde, même au milieu de la douleur. Quand il retourna au salon, Marine avait cessé de chanter. Elle était assise, silencieuse, avec une expression pensive sur le visage. « Vous allez bien ?» demanda Henri. Marine acquiesça, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle tenait sa tasse de thé qui indiquait que non, elle n'allait pas bien. Elle était confuse, parce que plus elle passait de temps avec cet homme, plus il lui semblait familier. La façon dont il choisissait ses mots, la mélancolie dans sa voix, la gentillesse précautionneuse. Tout lui rappelait Gabriel. Mais c'était impossible. Gabriel n'était qu'un homme ordinaire, quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui n'avait jamais révélé de détails sur sa vie. Et l'homme de la maison était clairement riche, puissant, propriétaire d'une vie que Marine ne pourrait jamais atteindre. Les jours suivants, les conversations nocturnes devinrent une routine. Henri trouvait toujours une excuse pour appeler Marine au salon. Il disait qu'il avait besoin de compagnie, que la maison était trop grande pour une seule personne, qu'il aimait entendre sa voix. Et Marine, sans savoir pourquoi, acceptait toujours, parce qu'il y avait quelque chose chez cet homme qui l'attirait, quelque chose qui allait au-delà de la voix, au-delà des mots.
C'était une connexion qu'elle ne pouvait pas expliquer. Gabriel, de son côté, continuait d'envoyer des messages. Mais il y avait un changement subtil en eux. Henri était à court d'excuses pour maintenir le mensonge. Chaque fois que Marine partageait quelque chose, qui s'était passé pendant la journée, il devait feindre la surprise, feindre l'intérêt, feindre de ne pas savoir exactement de quoi elle parlait, parce qu'il avait été là. Et puis, un mardi pluvieux, Henri prit une décision. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Il ne pouvait pas vivre divisé entre deux identités. Il ne pouvait pas continuer à mentir à la seule personne qui avait réussi à lui faire ressentir quelque chose de réel. Il devait en finir, d'une manière ou d'une autre. Il créa une nouvelle adresse e-mail, une adresse anonyme. Et via le profil de Gabriel, il écrivit un message qu'il savait qu'il allait la détruire. « Marine, je dois vous dire quelque chose, et ce sera difficile à entendre pour vous. Je dois partir. Je ne peux pas continuer cette conversation, non pas parce que je ne m'en soucie pas, mais parce que je m'en soucie trop. Et j'ai peur de ce que cela signifie. Vous méritez quelqu'un qui puisse être vraiment présent, quelqu'un qui ne se cache pas derrière un écran, et je ne peux pas être cette personne. Je suis désolé. Désolé de vous avoir donné de l'espoir. Désolé de vous avoir fait croire qu'il y avait quelque chose ici. Mais je dois partir, et j'ai besoin que vous alliez de l'avant. Parce que vous méritez d'être heureuse, même si ce n'est pas avec moi. » Henri envoya le message et ferma le compte. Il supprima le profil. Il coupa le seul fil qui le rattachait encore à ce mensonge. Et puis il s'assit par terre dans son bureau et laissa la culpabilité le consumer. Marine lut le message 3 fois, 4, 5. Elle ne pouvait pas y croire. Gabriel partait. Le seul homme qui l'avait fait se sentir vu, désiré, aimé, partait. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle ne comprenait pas comment quelque chose qui semblait si réel pouvait disparaître si vite. Elle pleura pendant des heures. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et quand les pleurs cessèrent, elle ressentit quelque chose de pire que la tristesse. Elle ressentit le vide dans lequel elle avait vécu pendant des années avant de connaître Gabriel, le vide dont elle avait oublié l'existence. Elle désactiva son compte sur le réseau social. Elle ne voulait plus entendre parler de connexion virtuelle. Elle ne voulait plus croire aux promesses invisibles. Elle voulait juste redevenir celle qu'elle était avant, la fille invisible qui passait inaperçue. Parce qu'au moins comme ça ne faisait pas si mal. Mais la vie a une façon cruelle de ne pas nous laisser abandonner si facilement. Le lendemain, quand Marine arriva pour travailler à la maison, Henri l'attendait dans le salon. Il avait les yeux rouges, l'air négligé, et pour la première fois, Marine remarqua à quel point il semblait brisé. « Marine, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle obéit, la voix de l'homme portant une urgence qui l'effraya. « Il s'est passé quelque chose ?» Henri prit une profonde inspiration. Il voulait dire la vérité. Il voulait dire qui il était vraiment, ce qu'il avait fait, pourquoi il avait menti. Mais les mots ne sortaient pas. À la place, il dit quelque chose de différent. « J'aimerais vous faire une proposition. Je sais que vous habitez loin, je sais que le trajet jusqu'ici est fatigant. Et si vous veniez passer quelques nuits ici, il y a des chambres de libre. Vous pourriez mieux vous reposer, vous réveiller plus tard. Ce serait plus confortable pour vous. » Marine resta silencieuse. La proposition était généreuse. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'avait pas de sens. « Pourquoi faites-vous ça ?» Henri hésita. Et puis, pour la première fois, il dit quelque chose qui était la pure vérité. Parce que la maison est moins vide quand vous êtes là. Marine sentit quelque chose se briser en elle, ou peut-être se réparer. Elle ne savait pas trop. Mais elle accepta. Elle accepta parce qu'elle avait besoin de quelque chose pour l'empêcher de s'effondrer. Elle accepta parce que, d'une certaine manière, cet homme triste de la maison silencieuse était devenu important pour elle. Et c'est ainsi que Marine commença à passer ses nuits dans l'hôtel particulier. Elle dormait dans une chambre au 2e étage, se réveillait avec l'odeur du café que Madame Célia préparait, nettoyait la maison pendant la journée, et le soir, s'asseyait dans le salon avec Henri. Ils parlaient de tout et de rien. Il lui racontait des histoires de l'entreprise, des défis de diriger un empire qu'il n'avait pas choisi. Elle lui parlait de son enfance, de la mère qu'elle avait perdue, des rêves qu'elle avait gardés au fond d'un tiroir parce qu'ils semblaient impossibles à atteindre.
Une nuit, alors qu'ils discutaient, Henri prit la guitare qui était appuyée dans un coin du salon depuis des années. Marine entendit le son des cordes en train d'être accordées. « Vous jouez ?» « Je jouais. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Jouez quelque chose pour moi. » Henri hésita, mais commença ensuite à jouer. C'était une musique simple, mélancolique, pleine de pauses qui en disaient plus que les notes. Marine ferma les yeux et se laissa emporter. Et quand il eut terminé, elle avait des larmes sur le visage. « C'est magnifique. Comment ça s'appelle ? Ça n'a pas de nom. Je l'ai composé il y a longtemps, pour quelqu'un qui n'est plus là. » Marine comprit. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle savait que cette musique était un morceau de sa douleur. Un morceau qu'il avait choisi de partager avec elle. Henri rangea la guitare et s'assit à côté de Marine sur le canapé. Ils restèrent en silence pendant de longues minutes, sentant simplement la présence l'un de l'autre. Et puis, dans un élan qu'il ne put contrôler, Henri lui prit la main. Marine sentit le contact et ne recula pas. Au contraire, elle entrelaça ses doigts dans les siens. Et là, dans ce silence, chargé de signification, quelque chose changea. Ce n'était pas encore de l'amour, ce n'était pas une certitude, mais c'était le début de quelque chose. Une étincelle fragile, mais réelle. Madame Célia observait tout de loin. Elle savait qu'Henri jouait un jeu dangereux. Elle savait que la vérité, tôt ou tard, éclaterait. Et quand elle le ferait, ce serait dévastateur. Mais elle voyait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle voyait de l'espoir. Elle voyait de la vie. Et elle espérait en silence que d'une manière ou d'une autre, cela fonctionnerait. Parce que parfois, les gens ont besoin d'une seconde chance, même quand ils ne la méritent pas, même quand la vérité est une bombe à retardement qui attend d'exploser. Les jours dans l'hôtel particulier commencèrent à prendre une routine que Marine n'aurait jamais imaginée. Elle se levait tôt, prenait son café avec Madame Célia dans la grande cuisine, en écoutant la radio, puis commençait son travail. Mais le travail avait cessé d'être juste un travail. C'était devenu une façon d'habiter cet espace, de se sentir partie de ce lieu qui semblait autrefois si éloigné de sa réalité. Et Henri était toujours là. Non pas de manière intrusive, mais présent. Parfois, il travaillait dans son bureau avec la porte ouverte, juste pour entendre Marine fredonner en arrangeant les meubles. D'autres fois, il apparaissait dans la cuisine, en milieu d'après-midi, pour demander un café, juste pour échanger quelques mots avec elle. Et chaque soir, sans faute, il l'appelait au salon, pour discuter, pour écouter de la musique, pour simplement être là. Marine sentait que quelque chose changeait en elle. La douleur du départ de Gabriel était toujours là, mais elle avait commencé à se transformer en autre chose, une acceptation mélancolique, une compréhension que certaines personnes entrent dans nos vies juste pour nous apprendre que nous sommes capables de ressentir, puis s'en vont. Et peut-être que c'était le rôle de Gabriel, lui apprendre qu'elle méritait d'être aimée. Et maintenant, il y avait cet homme, l'homme de la maison silencieuse, qui ne révélait jamais son nom complet, mais qui peu à peu révélait son âme. Marine ne comprenait pas entièrement ce qu'elle ressentait pour lui. C'était différent de ce qu'elle avait ressenti pour Gabriel. Avec Gabriel, tout était léger, virtuel, sûr. Avec cet homme, tout était intense, réel, effrayant. Parce que là, il n'y avait pas d'écran pour se cacher. C'était elle et lui, dans toute leur humanité imparfaite. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement difficile où Henri avait eu des problèmes dans son entreprise, il rentra plus tard que d'habitude. Marine était dans le salon, écoutant de la musique sur son téléphone avec des écouteurs. Elle ne l'entendit pas arriver. Henri s'arrêta à la porte et l'observa. Elle balançait légèrement la tête au rythme de la musique, ses lèvres bougeant en silence, en suivant les paroles. Il y avait quelque chose de si pur dans cette scène qu'Henri sentit sa poitrine se serrer. Il s'approcha lentement et lui toucha légèrement l'épaule. Marine retira ses écouteurs, surprise. « Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Ce n'est rien. Je ne vous ai pas entendu arriver. Comment s'est passée votre journée ?» Henri s'assit à côté d'elle sur le canapé, laissant échapper un soupir fatigué. « Difficile. Parfois, j'ai l'impression de porter le poids de décisions qui ne sont pas toujours les miennes. L'entreprise a été fondée par mon grand-père, construite par mon père, et j'ai hérité de tout ça sans l'avoir choisi. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais pu choisir un autre chemin. » Marine se tourna vers lui, l'expression pensive. «
Et quel chemin auriez-vous choisi? Henri réfléchit longuement avant de répondre. Peut-être musicien ou professeur. Quelque chose de simple. Quelque chose qui n'exigerait pas que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Marine sourit, un sourire triste mais compréhensif. Je crois que tout le monde porte un poids. Je porte le poids d'être invisible. Vous portez le poids d'être trop visible. Au final, nous voulons tous les deux être vus de la bonne manière, par la bonne personne. Henri la regarda et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une envie, presque incontrôlable, de dire la vérité. De dire qu'il était Gabriel, que c'était lui depuis le début, qu'il l'avait connu d'abord à travers l'écran parce qu'il était trop lâche pour se risquer dans le monde réel. Mais les mots ne sortaient pas, parce qu'il savait que s'il parlait, il perdrait tout. Il perdrait sa confiance, il perdrait la façon dont elle le regardait, comme s'il n'était qu'un homme, pas un milliardaire, pas un mensonge, juste un homme. À la place, il fit quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il prit son visage entre ses mains, délicatement, comme si elle était faite de quelque chose de fragile. Marine sentit le contact et son cœur s'emballa. Aucun des deux ne bougea. Ils restèrent là, respirant le même air, sentant la tension monter entre eux comme une corde tendue à sa limite. « Je peux » murmura Henri, la voix rauque d'émotion. Marine ne faisait pas confiance à sa propre voix pour répondre. Elle hocha simplement la tête. Et alors, pour la première fois depuis des années, Henri embrassa quelqu'un. Ce ne fut pas un baiser désespéré ou pressé. Il fut lent, prudent, chargé de tous les sentiments qu'il ne savait pas mettre en mots. Et Marine répondit, sentant quelque chose en elle fondre et se reconstruire en même temps. Quand ils s'écartèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Marine porta la main à ses lèvres, sentant encore son goût. Henri lui prit la main et la ramena, entrelaçant leurs doigts. « Je ne sais pas ce que je fais, avoua-t-il. Ça fait si longtemps que je n'ai rien ressenti de tel que j'ai oublié comment c'est. Mais je sais que je ne veux pas que vous partiez. Je ne veux pas que ce soit juste une nuit. De plus, Marine sentit ses yeux brûler. Il y avait une sincérité brutale dans ces mots qui la bouleversa. Je ne sais pas non plus ce que je fais, mais je sais que quand je suis près de vous, j'ai l'impression d'exister enfin. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Ils restèrent enlacés sur le canapé pendant des heures, existant simplement dans les bras l'un de l'autre. Henri sentit, pour la première fois depuis la perte d'Amandine, qu'il y avait peut-être de la place pour quelque chose de nouveau. Pas pour remplacer ce qu'il avait perdu, mais pour construire. Quelque chose de différent. Quelque chose qui ne serait qu'à lui et à elle. Madame Célia, qui avait tout observé de loin, monta dans sa chambre le cœur serré. Elle savait que cela ne finirait pas bien. Elle savait que la vérité finirait par éclater. Mais elle savait aussi que ce n'était pas à elle d'intervenir. Certaines leçons doivent être apprises de la manière la plus douloureuse. Les semaines suivantes, Marine et Henri devinrent inséparables. Il l'emmenait dîner dans des restaurants discrets où personne ne le reconnaîtrait. Il se promenait dans les parcs de Paris en fin d'après-midi, il lui décrivant les couleurs du coucher de soleil pendant qu'elle imaginait ce que ce serait de voir ce spectacle de ses propres yeux. Ils regardèrent des films à la maison, il lui narrant les scènes, et elle riant des blagues qu'il inventait pour combler les silences. Marine avait oublié Gabriel, ou du moins, elle avait repoussé son souvenir dans un coin sombre de son esprit. Parce que maintenant, elle avait quelque chose de réel. Elle avait quelqu'un qui la tenait, qui l'embrassait, qui lui disait qu'elle était importante. Et c'était plus que tout ce qu'elle avait jamais eu. Mais Henri n'avait pas oublié. Il ne le pouvait pas. La culpabilité le rongeait de l'intérieur comme un acide. Chaque baiser était un mensonge. Chaque déclaration était construite sur une fondation de tromperie. Et il savait que tôt ou tard, tout s'effondrerait. Il ne savait juste pas quand. Un samedi après-midi, Henri dut se rendre à l'entreprise pour une urgence. Marine resta à la maison, profitant du rare moment de solitude pour explorer la maison plus calmement. Elle monta au 3e étage, un endroit où elle allait rarement. Il y avait là une chambre fermée à clé. Madame Célia avait mentionné une fois que c'était l'ancienne chambre du patron, mais qu'il n'y entrait plus. Marine essaya la poignée. À sa surprise, elle était ouverte. Elle entra lentement, sentant l'atmosphère différente de cette pièce. Il y avait quelque chose de figé dans le temps ici. L'odeur était vieille, poussiéreuse.
Elle marcha prudemment, sa canne touchant doucement le sol, jusqu'à ce qu'elle heurte quelque chose. C'était une commode. Dessus, ses doigts trouvèrent des cadres photos. Elle en prit un et le sentit. Il était lourd, en métal travaillé. À l'intérieur, il y avait ce qui semblait être une photographie. Marine savait qu'elle ne verrait jamais l'image, mais elle tint néanmoins le cadre avec soin, comme si elle tenait quelque chose de sacré. Qui était sur cette photo? Pourquoi cette chambre était-elle fermée à clé? Pourquoi l'homme qu'elle commençait à aimer avait-il tant de secrets? Madame Célia apparut à la porte, essoufflée. « Marine, vous ne devriez pas être ici. » Marine se retourna, effrayée. « Désolée. » La porte était ouverte. J'étais juste curieuse. Madame Célia entra dans la chambre et prit le cadre des mains de Marine avec délicatesse. C'était sa chambre et celle de sa fiancée. Elle est décédée il y a 5 ans. Il n'a jamais pu y retourner. Il garde tout comme c'était le jour où elle est partie. Marine sentit son cœur se serrer. C'était donc ça. L'homme dont elle tombait amoureuse portait encore le deuil d'un amour perdu. Et elle? Qu'était-elle? Une remplaçante? Une façon pour lui d'oublier? Ou quelque chose de réel? « Il vous aime vraiment », dit Madame Célia, comme si elle lisait dans les pensées de Marine. « Je le connais depuis des années. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. Même pas elle. C'est différent, c'est plus profond parce que vous l'avez vu quand il était brisé. Et malgré tout, vous êtes resté. » Marine ne savait pas si elle croyait à ces mots, mais elle voulait y croire. Désespérément. Ce soir-là, quand Henri revint, Marine était silencieuse. Il remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Que s'est-il passé? Marine prit une profonde inspiration avant de parler. « Je suis entrée dans la chambre du 3e étage. Madame Célia m'a parlé de votre fiancé, de ce qui s'est passé. » Henri sentit son sang se glacer. Un instant, il pensa qu'elle avait tout découvert, mais il réalisa ensuite qu'elle ne savait que pour Amandine. Rien sur Gabriel, rien sur le mensonge qui soutenait tout. « J'aurais dû vous le dire avant, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Mais c'est difficile d'en parler. C'est une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. L'aimez-vous encore? » La question était directe, presque brutale. Henri réfléchit attentivement avant de répondre. « Je l'aimerai toujours. C'était une partie importante de ma vie. Mais ce que je ressens pour vous est différent. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas une tentative de remplacer ce que j'ai perdu. C'est quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. Avec elle, j'étais celui que je pensais devoir être. Avec vous, je suis qui je suis vraiment. » Marine sentit les larmes couler sur son visage. Elle voulait croire à ces mots. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Une sensation étrange qu'il y avait d'autres secrets cachés dans cette maison. « Quel est votre nom complet ?» demanda-t-elle soudainement. Henri se figea. C'était une question simple, mais la réponse pouvait tout changer. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que nous sommes ensemble depuis des semaines et je ne sais même pas comment vous vous appelez vraiment. Tout le monde vous appelle monsieur. Madame Célia ne dit jamais votre nom. C'est comme si vous étiez un fantôme. Henri savait qu'il ne pouvait plus fuir. Il prit une profonde inspiration. Henri. Je m'appelle Henri Lemaire. Marine resta silencieuse, traitant l'information. Le nom de famille lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le situer. Lemaire. Comme l'entreprise de construction? Henri ferma les yeux. C'était le moment où tout commençait à s'effondrer. Oui, ma famille est propriétaire de Lemaire Construction. Je suis le président de l'entreprise. Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Henri Lemaire, le milliardaire. Reclus qui dirigeait l'un des plus grands empires immobiliers du pays. L'homme qui apparaissait dans les magazines, les journaux, toujours en costume-cravate, toujours avec une expression froide et distante. Cet homme était le même qui l'embrassait tous les soirs, le même qui lui tenait la main et disait qu'elle le faisait se sentir vivant. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Sa voix était basse, presque un murmure. Parce que je voulais que vous me connaissiez tel que je suis, pas comme le monde me voit, pas comme l'héritier, l'homme d'affaires, le milliardaire, juste comme Henri. Un homme, ordinaire qui essaie de réapprendre à vivre. Marine se leva du canapé, ayant besoin d'espace pour digérer tout cela. Il n'y a rien d'ordinaire en vous. Il n'y a rien d'ordinaire dans cette situation.
Je suis une femme de ménage aveugle qui vit en banlieue Est. Vous êtes l'un des hommes les plus riches du pays. Nous n'avons aucun sens. » « Si, nous en avons, » insista Henri, se levant également. « Nous en avons parce que ce que nous ressentons est réel. Parce que quand nous sommes ensemble, rien de tout cela n'a d'importance. Ni l'argent, ni les différences, ni ce que le monde pense. » Marine secoua la tête, sentant tout s'effondrer en elle. « Vous ne comprenez pas. Pour vous, c'est un choix. Vous pouvez choisir d'ignorer les différences parce que vous avez le privilège de le faire. Mais pour moi, je serai toujours la fille pauvre qui travaille chez vous. Je serai toujours celle qui ne peut pas voir le monde de la même manière que vous, et ça importera. Tôt ou tard, ça importera. » Henri sentit le désespoir l'envahir. Il était en train de la perdre, et ce n'était même pas à cause du pire de ses mensonges, c'était à cause de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas changer, de quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'ils avaient choisi d'ignorer. « Marine, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne jetez pas ce que nous avons à cause de quelque chose de si superficiel. » Superficiel. Sa voix monta, chargée d'une douleur tranchante. « Vous pensez que la différence entre nous est superficielle? Henri, vous vivez dans un monde que je ne pourrai jamais atteindre, et je vis dans un monde que vous n'aurez jamais besoin de comprendre. Comment cela peut-il fonctionner ?» Henri n'avait pas de réponse, parce qu'au fond il savait qu'elle avait raison, mais il ne voulait pas l'admettre. Il ne voulait pas perdre la seule chose qui le faisait se sentir humain. Cette nuit-là, Marine dormit dans l'une des chambres d'amis. Elle ferma la porte à clé et pleura jusqu'à s'endormir. Et Henri resta éveillé dans son bureau buvant et se détestant d'avoir menti, se détestant d'être qui il était, se détestant de ne pas pouvoir être simplement l'homme dont elle avait besoin. Le lendemain, Marine se réveilla décidée. Elle ne pouvait plus rester là, pas tant qu'elle n'aurait pas clarifié ce qu'elle ressentait vraiment et ce que cette relation signifiait. Elle descendit à la cuisine et trouva Madame Célia en train de préparer le petit déjeuner. « Je vais rentrer chez moi pour quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. » Madame Célia acquiesça, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Il souffre, Marine. Je ne défends pas ses choix, mais il souffre. »« Moi aussi je souffre, » répondit Marine, la voix ferme mais chargée d'émotion, « et je dois découvrir si cette souffrance en vaut la peine. » Elle prit ses affaires, appela un taxi et quitta la maison sans dire au revoir à Henri. Il l'observa depuis la fenêtre de son bureau, le cœur se brisant à chaque pas qu'elle faisait vers le portail. Marine retourna à son appartement de Montreuil et tout lui parut plus petit, plus étroit, plus vide que jamais. Elle s'était habituée aux grands espaces de la maison, au silence confortable, à la présence constante d'Henri. Et maintenant, elle était de retour à sa réalité, à la solitude qu'elle connaissait si bien. Les jours suivants, Henri essaya d'appeler plusieurs fois. Marine ne répondit pas. Il envoya des messages. Elle ne répondit pas. Il essaya de lui rendre visite, mais elle n'ouvrit pas la porte. Et peu à peu, Henri commença à comprendre qu'il l'avait peut-être perdue pour de bon. C'est alors qu'il prit une décision désespérée. S'il ne pouvait pas la voir en tant qu'Henri, peut-être pourrait-il lui parler en tant que Gabriel, juste une fois de plus, juste pour comprendre ce qu'elle ressentait. Il réactiva l'ancien profil et envoya un message. « Marine, c'est moi. Je sais que j'ai été lâche. Je sais que j'ai fui alors que j'aurais dû rester. Mais j'ai besoin de savoir si vous allez bien. J'ai besoin de savoir si vous pourrez un jour me pardonner. » Marine vit le message sur son téléphone et le monde s'arrêta. Gabriel. Il était revenu. Après des semaines, après qu'elle ait reconstruit sa vie autour de quelqu'un d'autre, il revenait. Et le pire, une partie d'elle était heureuse. Une partie d'elle gardait encore une place pour cet homme virtuel qui avait été le premier à lui faire sentir qu'elle existait. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle passa des heures à regarder le message, partagé entre la colère et le soulagement, entre le passé et le présent, entre deux hommes qui, sans qu'elle le sache, étaient la même personne. Et, pendant ce temps, Henri attendait de l'autre côté de l'écran le cœur en miettes, sachant qu'il jouait son dernier jeu. Le jeu qui pouvait le sauver ou le détruire complètement. Parce que parfois, la vérité ne libère pas. Parfois, la vérité révèle seulement à quel point nous étions piégés depuis le début. Marine passa 3 jours à regarder ce message. 3 jours pendant lesquels le monde sembla suspendu entre 2 réalités impossibles. D'un côté, Henri Lemaire, le milliardaire qui l'avait embrassé, qui lui avait tenu la main et promis qu'elle le faisait se sentir vivant.
De l'autre, Gabriel, l'homme virtuel, qui avait été le premier à la voir vraiment, qui avait disparu sans explication et revenait maintenant en demandant pardon. 2 hommes, 2 mondes, et Marine, au centre de tout, essayant de comprendre ce que son cœur voulait vraiment. Le matin du 4e jour, alors qu'elle prenait son café seule dans la petite cuisine de son appartement, Marine répondit enfin « Gabriel, je ne sais pas si je peux vous pardonner. Vous m'avez fait croire qu'il y avait quelqu'un qui me voyait au-delà de ma cécité, au-delà de mon invisibilité. Et puis vous avez disparu. Vous avez laissé un vide que j'ai passé des semaines à essayer de combler. J'ai rencontré quelqu'un de réel. Et maintenant vous revenez et tout redevient confus. Qu'attendez-vous de moi ?» Henri lut le message, assis dans le bureau de sa maison, des cernes profonds marquant son visage. Il n'avait pas bien dormi depuis que Marine était partie. La culpabilité le consumait comme un feu lent. Elle avait rencontré quelqu'un, bien sûr, et ce quelqu'un, c'était lui. L'ironie était si cruelle qu'elle en était presque comique. Presque. Il tapa la réponse avec des mains tremblantes. « Je veux savoir s'il y a encore une chance. Pour nous. Je sais que je ne la mérite pas. Je sais que j'ai été lâche. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à vous. Je ne peux pas accepter d'avoir gâché la seule connexion réelle que j'ai eue depuis des années. Marine, je sais pour la personne que vous avez rencontrée. Et s'il vous rend heureuse, je le respecterai. Je disparaîtrai à nouveau, cette fois pour toujours. Mais s'il y a encore une partie de vous qui garde quelque chose pour moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai encore une chance de réparer ce que j'ai détruit. » Marine lut ces mots et sentit sa poitrine se serrer. Comment était-il possible de ressentir quelque chose pour 2 personnes en même temps? Comment était-il possible d'être en colère contre quelqu'un et qu'il vous manque quand même? Elle mit des heures à répondre, pesant chaque mot. « Gabriel, ce que je ressentais pour vous était réel, mais c'était basé sur des conversations, des messages, une version de vous que je n'ai jamais pu toucher. Avec lui, c'est différent. C'est tangible, c'est effrayant parce que c'est trop réel, mais c'est aussi compliqué. Il y a des différences entre nous qui semblent impossibles à surmonter. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas ce que je veux. Je sais juste que je suis fatigué de me sentir partagé. » Henri lut ce message et prit la décision la plus imprudente de sa vie. Il devait la voir. Il devait être près d'elle, même si c'était la dernière fois. Mais pas en tant qu'Henri, pas encore, en tant que Gabriel. Il fallait qu'elle choisisse entre les deux, même si ce choix était une mascarade. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'il saurait si ce qu'elle ressentait pour lui en tant qu'Henri était assez fort pour survivre à la vérité. « Marine, puis-je vous voir, en personne? Je sais que c'est étrange après si longtemps. Je sais que vous pouvez dire non. Mais j'ai besoin de vous regarder dans les yeux et de vous dire tout ce que je n'ai pas pu dire avant. S'il vous plaît. » Marine sentit son cœur s'emballer. Gabriel voulait la voir. Après des mois à ne converser qu'à travers des écrans, il voulait une rencontre réelle. Une partie d'elle criait non, que c'était une très mauvaise idée, qu'elle avait déjà assez souffert. Mais une autre partie, celle qui gardait encore les premiers papillons dans le ventre qu'il avait provoqués, voulait désespérément dire oui. « Où ?» tapa-t-elle avant de pouvoir changer d'avis. Henri suggéra un petit café discret dans le quartier latin, un lieu neutre où il savait qu'il ne serait pas reconnu. Ils fixèrent rendez-vous pour le samedi suivant, à 15 heures. Pendant ce temps, Henri élabora un plan désespéré. Il demanderait à un ami d'y aller à sa place, de rencontrer Marine et de lui expliquer que Gabriel avait eu une urgence de dernière minute. Ce serait l'excuse parfaite pour disparaître à nouveau, pour lui laisser le champ libre afin qu'elle revienne à lui en tant qu'Henri. Était-ce de la manipulation? Oui. Était-ce cruel? Aussi. Mais Henri était désespéré. Et les hommes désespérés font des choix terribles. Le samedi arriva gris et froid. Marine se réveilla avec l'estomac noué. Elle changea de tenue 3 fois avant de choisir finalement une simple robe bordeaux que sa mère lui avait donnée des années auparavant. Elle attacha ses cheveux, mit un peu de rouge à lèvres et prit sa canne. Elle appela une voiture qui la conduisit au café. Quand elle entra dans l'établissement, l'odeur de café frais l'enveloppa. Elle demanda de l'aide au serveur pour trouver une table près de la fenêtre. Elle s'assit, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde autour pouvait l'entendre. 15h15, 15h30, 15h45.
Gabriel n'apparut pas. Marine sentit la déception grandir dans sa poitrine, comme une plante vénéneuse. Bien sûr qu'il ne viendrait pas. Bien sûr que tout était un mensonge. Elle prit sa canne, prête à partir, quand elle entendit des pas pressés s'approcher. Marine? Elle se figea. Elle connaissait cette voix, mais ce n'était pas la voix qu'elle attendait, c'en était une autre, une qu'elle connaissait aussi bien que sa propre respiration. Henri. Il s'assit sur la chaise en face d'elle, essoufflé, comme s'il avait couru jusqu'ici. Je peux tout expliquer. Marine sentit la confusion l'envahir. Que faisait Henri ici? Comment savait-il qu'elle serait à cet endroit? Expliquez quoi? Comment saviez-vous que j'étais ici? Henri prit une profonde inspiration. C'était le moment. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Soit il disait la vérité, soit il la perdait pour toujours. Et de toutes les mauvaises choses qu'il avait faites, perdre Marine serait la seule qu'il ne pourrait supporter, parce que je suis Gabriel. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marine resta immobile, son visage perdant toute couleur. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle traita simplement ces 4 mots qui changeaient tout. Quoi? Sa voix sortit comme un faible murmure, presque inaudible. Je suis Gabriel, Marine. L'homme avec qui vous avez parlé pendant des mois. Le profil sur le réseau social. Les messages. Tout ça, c'était moi. J'ai créé cette identité une nuit où la solitude était trop insupportable. Je n'avais pas l'intention de rencontrer quelqu'un pour de vrai. Mais ensuite, je vous ai trouvé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. Marine se leva brusquement, renversant sa chaise. Les gens autour regardèrent, mais elle s'en fichait. Elle sentit les larmes lui brûler les yeux, la colère et la douleur se mélangeant en une tempête dans sa poitrine. Vous avez menti. Pendant tout ce temps, vous avez menti, je sais. Et je n'ai aucune excuse, j'ai été lâche. J'avais peur que si vous saviez qui j'étais vraiment, vous ne voudriez rien avoir à faire avec moi. Que vous ne verriez que l'argent, le nom de famille, l'empire. Je voulais que vous me connaissiez tel que je suis vraiment, sans les masques. Marine secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Vous ne m'avez pas donné le choix. Vous ne m'avez pas donné la chance de décider si je voulais vous connaître vraiment. Vous m'avez manipulé. Vous m'avez fait tomber amoureuse de 2 versions de vous, sans savoir que c'était la même personne. Comment croyez-vous que je me sens? Henri se leva également, le désespoir transparaissant dans sa voix. Marine, s'il vous plaît, je sais que j'ai eu tort. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Mais j'ai besoin que vous sachiez que tout ce que j'ai ressenti était réel. Chaque conversation, chaque mot, chaque moment. Ce n'était pas un mensonge. La seule tromperie était le nom. Mais mes sentiments ont toujours été vrais. Marine fit un pas en arrière, créant une distance entre eux. Et Amandine? Elle aussi était au courant de vos mensonges? Ou vous avez seulement commencé à mentir après son départ? La mention d'Amandine fut comme un coup de poignard dans la poitrine d'Henri. Il ferma les yeux, la douleur du passé se mêlant à la douleur du présent. Amandine n'a rien à voir avec ça. Si, vous avez dit que vous l'aviez perdue, que vous ne vous en étiez jamais remis, et maintenant vous voulez que je croie que vous m'aimez vraiment. Comment puis-je croire quoi que ce soit de ce que vous dites quand tout a été construit sur des mensonges? Henri n'avait pas de réponse, parce qu'elle avait raison. Tout avait été construit sur des mensonges, et maintenant la vérité détruisait les 2 personnes impliquées. Marine prit sa canne et commença à sortir du café. Henri la suivit. « Marine, attendez. S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous ramener chez vous. Je ne veux rien de vous, Henri, ou Gabriel, ou qui que vous soyez vraiment. Je veux juste que vous me laissiez tranquille. » Elle sortit dans la rue et appela une voiture via l'application. Henri resta planté sur le trottoir, la regardant partir, et pour la 2e fois de sa vie, il sentit qu'il avait perdu quelqu'un qu'il aimait. Sauf que cette fois, la faute était entièrement la sienne. Les semaines suivantes, Marine se referma complètement. Elle ne répondait pas aux messages, ne décrochait pas, n'ouvrait la porte à personne. Elle passa ses journées allongée dans son lit, alternant entre les pleurs et un vide émotionnel qui semblait sans fin. Elle se sentait idiote. Elle se sentait utilisée. Elle se sentait comme un pion dans un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Mais le pire, c'est que malgré la colère, malgré la douleur, malgré la trahison,
Elle ressentait encore quelque chose pour lui, et cela la mettait plus en colère que toute autre chose. Parce que comment pouvait-elle aimer quelqu'un qui avait menti de manière si éhontée? Comment pouvait-elle ressentir le manque de quelqu'un qui avait manipulé ses sentiments? Henri n'allait pas bien non plus. Il se réenferma dans sa maison, refusant les réunions, ignorant les appels de l'entreprise. Madame Célia observait tout avec une inquiétude croissante. Un jour, elle n'en put plus et fit irruption dans le bureau où il passait ses journées à boire et à se lamenter. « Vous devez arrêter ça. » Henri leva à peine les yeux. « Je n'ai rien à... »« Arrêtez, Madame Célia, j'ai déjà tout perdu. » La gouvernante s'assit sur la chaise en face du bureau, l'expression sévère. « Vous n'avez pas tout perdu. Vous avez commis une erreur. Une grosse erreur, je l'admets. Mais vous avez encore une chance de réparer. Comment? Elle ne veut même pas entendre ma voix. Elle me déteste. Et elle a tout à fait le droit. » Madame Célia se pencha en avant, la voix plus douce. « Elle ne vous déteste pas, Henri. Elle est blessée. Il y a une différence. La haine est froide, distante. La rancœur est chaude, présente. Et on n'est blessé que par ceux qui comptent encore. » Henri la regarda enfin, une faible lueur d'espoir dans les yeux. « Et qu'est-ce que je fais? Vous lui donnez du temps, et quand elle sera prête, vous montrerez que vous avez changé. Pas avec des mots, avec des actes. Vous prouverez que l'homme qu'elle a connu en tant que Gabriel et en tant qu'Henri était réel. Parce qu'au fond, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est qui vous êtes vraiment. Mais je ne sais pas qui je suis, avoua Henri, la voix brisée. J'ai passé tellement de temps à faire semblant que j'ai oublié. Madame Célia se leva et posa la main sur son épaule. Alors c'est le moment de le découvrir, pas pour elle, pour vous. Pendant ce temps, Marine reçut un appel inattendu. C'était d'une organisation qui promouvait des spectacles musicaux pour les personnes handicapées. Ils avaient entendu parler d'elle par une recommandation et voulaient savoir si elle serait intéressée à participer à un événement caritatif. Elle chanterait pour un public restreint, mais significatif. Marine hésita. Elle ne se sentait pas prête à exposer sa voix, sa vulnérabilité à un public, mais elle pensa alors aux mots de sa mère. Sa mère disait toujours que la musique était la manière la plus honnête d'exister, que lorsqu'elle chantait, Marine était complètement elle-même, sans barrière, sans peur. Elle accepta. L'événement aurait lieu dans un petit théâtre du centre de Paris, dans 2 semaines. Marine passa les jours suivants à répéter, choisissant des chansons qui parlaient de douleur, de nouveaux départs, du courage de continuer même quand tout semblait perdu. Chanter était sa façon de digérer ce qui s'était passé, de transformer la douleur en quelque chose de beau. Ce que Marine ne savait pas, c'est que c'était Madame Célia qui avait fait la recommandation, et qu'elle en avait parlé à Henri, non pas pour qu'il intervienne, mais pour qu'il ait la chance de la voir, même de loin, de comprendre qui elle était vraiment quand elle était complètement authentique. Le soir de l'événement, le théâtre était plein. Marine attendait en coulisses, le cœur battant, les mains moites. Elle n'avait jamais chanté pour un vrai public. Elle ne s'était jamais exposée de cette façon. Mais quelque chose en elle savait qu'elle devait le faire. Elle devait se prouver à elle-même qu'elle était plus que ses rancœurs, plus que ses cicatrices. Quand son nom fut appelé, elle monta sur scène avec l'aide d'une productrice. Elle s'assit sur le tabouret, ajusta le micro et prit une profonde inspiration. La première chanson serait « La quête » de Jacques Brel. Une chanson sur les chemins, sur les recherches, sur l'espoir d'arriver quelque part même quand le chemin est sombre. Quand elle commença à chanter, le théâtre devint absolument silencieux. Sa voix, chargée de toute la douleur et de tout l'espoir qu'elle portait, remplit chaque recoin de cet espace. Les gens écoutaient, hypnotisés. Et au fond du théâtre, dans l'une des dernières rangées, Henri écoutait, des larmes coulant sur son visage. C'était la même voix qu'il avait entendue fredonner dans les couloirs de la maison, la même voix qu'il avait enregistrée en cachette et qu'il écoutait pendant ses nuits d'insomnie. Mais maintenant, c'était différent. Maintenant, elle chantait pour le monde. Elle montrait son âme à des centaines de personnes, et c'était la chose la plus courageuse qu'il ait jamais vu quelqu'un faire. Quand Marine termina la dernière chanson, le théâtre explosa en applaudissements. Elle se leva, fit une timide révérence et quitta la scène, le cœur toujours battant mais plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle l'avait fait, elle s'était permis d'être vue, et le monde ne s'était pas effondré.
En coulisses, alors qu'elle recevait les félicitations de l'organisation, une productrice s'approcha. « Marine, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Il dit que c'est important. » Marine sentit son estomac se nouer. Elle savait qui c'était avant même d'entendre la voix. Marine. Henri était là, à quelques mètres de distance. Elle pouvait sentir sa présence comme elle la sentait toujours, comme si son corps reconnaissait le sien même sans le voir. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous écouter chanter. Je suis venu vous voir être vous-même. Et c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Marine secoua la tête, la colère revenant. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous n'avez pas le droit d'apparaître dans ma vie quand vous le voulez. Je sais. Mais je devais vous dire quelque chose. Et si après ça vous voulez que je disparaisse pour toujours, je le respecterai. Promis. » Marine croisa les bras, la posture défensive. « Alors dites-le vite. » Henri prit une profonde inspiration, les mots sortant avec difficulté. « Je vous ai menti, mais pas sur ce que je ressentais. Chaque conversation que nous avons eue en tant que Gabriel ou en tant qu'Henri était réelle. Chaque sentiment était vrai. J'ai seulement caché mon nom parce que j'avais peur. Peur que si vous saviez qui j'étais, vous ne me donneriez pas une chance. Et je sais que c'est égoïste. Je sais que j'aurais dû vous faire confiance. Mais j'étais tellement habitué à n'être vu que pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis, que j'ai oublié qu'il existe des gens capables de voir au-delà de ça. Et vous êtes l'une de ces personnes. Vous l'avez toujours été. » Marine sentit ses yeux brûler mais ne laissa pas les larmes couler. « Et que voulez-vous que je fasse de ça, Henri? Que je vous pardonne? Que je fasse semblant de ne pas avoir été manipulé? Que j'accepte que ce soit normal que vous ayez joué avec mes sentiments? Je ne veux pas que vous fassiez semblant de quoi que ce soit. Je veux juste une chance de prouver que je peux être meilleur, que je peux être l'homme que vous méritez, pas le milliardaire, pas le propriétaire de la maison, juste Henri, juste l'homme qui est tombé amoureux de vous, parce que vous lui avez rappelé qu'il était encore possible de ressentir. » Marine resta silencieuse un long moment. Une partie d'elle voulait crier, le renvoyer, couper tout lien qui existait encore. Mais une autre partie, celle qui gardait encore tous les bons moments, toutes les conversations, tous les baisers, voulait y croire. Voulait donner une chance, même en sachant qu'elle pourrait être à nouveau blessée. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « J'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je ressens vraiment. Sans vous dans les parages, sans pression, juste moi et mes pensées. » Henri acquiesça, même si chaque fibre de son être criait de ne pas la laisser partir. « Tout le temps dont vous aurez besoin, j'attendrai. » Marine quitta le théâtre ce soir-là, le cœur partagé entre la douleur et l'espoir. Et Henri retourna à sa maison, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre et à espérer que l'amour serait plus fort que les mensonges qu'il avait presque détruits. Les semaines qui suivirent furent les plus silencieuses de la vie de Marine. Non pas un silence vide, mais un silence plein de réflexion, de questionnement, d'une plongée profonde dans tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois. Elle reprit sa routine de recherche d'emploi, mais il y avait maintenant quelque chose de différent en elle, une confiance qui n'existait pas auparavant. La représentation au théâtre lui avait montré qu'elle était capable d'être vue, d'être entendue, d'exister pleinement. Et cela changeait tout. Henri respecta sa demande d'espace. Il n'envoya pas de message, n'appela pas, ne se montra pas. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait abandonné. Au contraire, pour la première fois de sa vie, il commença à travailler sur lui-même. Il consulta un thérapeute, chose qu'il n'avait jamais jugée nécessaire. Il se mit à assister en personne aux réunions de l'entreprise, à se reconnecter avec le monde qu'il avait abandonné. Et tous les soirs, avant de dormir, il écoutait l'enregistrement de la voix de Marine chantant. C'était sa façon de se souvenir pourquoi il essayait d'être meilleur. Madame Célia observait les changements avec une satisfaction discrète. Elle voyait Henri se lever plus tôt, prendre soin de son apparence, sourire de temps en temps. Elle voyait un homme qui réapprenait à vivre, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Et elle espérait que lorsque Marine serait prête, il y aurait encore une place pour qu'ils essaient à nouveau. Un mois après l'événement au théâtre, Marine reçut une invitation inattendue. L'organisation qui avait promu sa représentation voulait qu'elle participe à une série de concerts caritatifs dans toute la région parisienne et au-delà. Ce serait une petite tournée, 3 semaines à visiter des villes de province. Marine hésita au début,
mais réalisa ensuite que c'était exactement ce dont elle avait besoin. De la distance, de la perspective, une chance de se découvrir loin de tout ce qui la rattachait au passé. Elle accepta. La tournée commença à Lille, puis passa par Rouen, Orléans et plusieurs autres villes. Dans chaque lieu, Marine chantait pour des publics restreints, mais émus. Elle rencontra des gens avec des histoires similaires à la sienne, des gens qui avaient aussi appris à transformer la douleur en art. Et à chaque représentation, elle se sentait plus entière, plus complète, plus maîtresse de sa propre histoire. Ce fut dans l'une de ces villes, dans une petite auberge à Annecy, que Marine eut enfin la clarté sur ce qu'elle ressentait. Elle était assise dans sa chambre, après une autre représentation, quand elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Henri de toute la journée. Pour la première fois depuis des mois, elle avait passé des heures entières sans qu'il n'envahisse ses pensées. Et étrangement, cela ne la soulagea pas. Cela l'effraya, parce qu'elle réalisa que ne pas penser à lui ne signifiait pas qu'elle avait cessé de l'aimer. Cela signifiait simplement qu'elle avait appris à exister sans lui. Mais exister sans quelqu'un n'était pas la même chose que de ne pas vouloir cette personne dans sa vie. C'était juste la preuve qu'elle serait capable de survivre si les choses ne fonctionnaient pas. Et c'était peut-être ce qu'elle avait besoin de savoir avant, de prendre une décision. Elle prit son téléphone. Elle n'avait plus son numéro enregistré, l'ayant supprimé une nuit de colère, mais elle le connaissait par cœur. Elle composa avant de pouvoir changer d'avis. Henri était en réunion quand son téléphone sonna. Il vit le numéro inconnu et normalement n'aurait pas répondu, mais quelque chose le poussa à appuyer sur le bouton vert. « Allô ? Salut, c'est moi. » Le monde d'Henri s'arrêta. C'était elle. Après des semaines de silence, c'était elle. « Marine, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Comment vas-tu ? Je vais bien, différente. Mais bien. Je voyage, je fais des concerts. Je découvre qui je suis quand je n'essaie pas de comprendre qui sont les gens autour de moi. » Henri ferma les yeux, un sourire triste sur le visage. « Je suis heureux de l'apprendre. Tu mérites de te découvrir. Tu mérites d'être heureuse. » Il y eut une longue pause. Marine prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai appelé parce que je dois te dire quelque chose que j'ai découvert pendant ces jours loin. » Henri sentit son cœur s'accélérer. « Tu peux parler. J'ai passé beaucoup de temps en colère contre toi. En colère contre les mensonges, la manipulation, d'être tombée amoureuse de deux versions de toi sans savoir que c'était la même personne. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que la colère cachait autre chose. La peur d'admettre que, malgré tout, je ressens encore quelque chose pour toi. Et ça m'effrayait parce que je sentais que si je l'admettais, je serais faible. J'accepterais d'être trompé. Mais j'ai alors compris qu'aimer quelqu'un qui a commis des erreurs ne me rend pas faible. Ça me rend humaine. » Henri sentit ses yeux brûler. Il se leva de la table de réunion et sortit de la salle, ignorant les regards curieux des cadres. « Marine, tu n'as aucune idée de ce que ces mots signifient pour moi. Attends, je n'ai pas fini. Je ne dis pas que je te pardonne complètement. Je ne dis pas que tout va bien. Parce que ce n'est pas le cas. Tu m'as blessé d'une manière qui mettra du temps à cicatriser. Mais je dis que je veux essayer. Je veux voir si nous pouvons construire quelque chose de réel à partir des décombres de ce qui a été. Mais seulement si tu promets une chose. N'importe quoi. Promets que tu ne mentiras plus. Peu importe à quel point la vérité est difficile. Peu importe à quel point tu penses qu'un mensonge me protégera. Promets que, dorénavant, il n'y aura que de l'honnêteté entre nous, parce que je ne peux pas aimer quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Et j'ai besoin de te faire confiance. » Henri sentit les larmes couler sur son visage, chose qui arrivait rarement. « Je te le promets, Marine. Je promets que je ne te tromperai plus jamais. Je promets que je passerai le reste de ma vie à prouver que je mérite ta confiance. Je promets que je serai l'homme que tu as vu en moi, même quand je ne pouvais pas le voir en moi-même. » Marine sentit ses propres larmes couler. « Alors quand je reviendrai, on parlera. Vraiment. Sans masque. Sans faux profil. Juste toi et moi. Et nous verrons si nous pouvons trouver un chemin ensemble. Quand reviens-tu ? Dans une semaine. La tournée se termine dimanche. Je viendrai te chercher à la gare routière. » Marine sourit, un petit sourire mais sincère. « D'accord. À la semaine prochaine, Henri. » « À la semaine prochaine, Marine. » Quand ils raccrochèrent, ils restèrent tous deux immobiles pendant de longues minutes, digérant ce qui venait de se passer.
une seconde chance, une opportunité de recommencer. Ce n'était pas une garantie que ça marcherait, mais c'était une possibilité. Et parfois, la possibilité est tout ce dont on a besoin. La dernière semaine de la tournée passa vite. Marine chanta avec plus d'émotion que jamais, chaque chanson chargée de tout le parcours qu'elle avait vécu. Et quand elle monta enfin dans le bus pour rentrer à Paris, elle ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir qui l'accompagna tout au long du voyage. Henri passa cette semaine à tout préparer. Il ne voulait rien faire d'extravagant ou d'ostentatoire. Il voulait juste montrer qu'il avait entendu ce dont elle avait besoin. Simplicité, vérité, présence authentique. Il nettoya personnellement la chambre qu'elle avait utilisée, la remplit de petits détails qu'il savait qu'elle apprécierait. Des livres audio qu'il avait découverts qu'elle aimait, des thés spéciaux, une nouvelle guitare, au cas où elle voudrait apprendre à jouer. Madame Célia observait tout avec un sourire discret. « Vous êtes nerveux », commenta-t-elle un après-midi, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble. Terrorisé, admit Henri. Et si elle arrive et se rend compte que je suis toujours la même personne qui a menti? Et si ce n'est pas suffisant? Madame Célia posa la main sur son bras. « Henri, vous n'êtes plus la même personne. Je vous ai vu changer ces dernières semaines. Je vous ai vu affronter vos démons, chercher de l'aide, vous rouvrir au monde. Ça compte. Et si Marine ne le voit pas, alors peut-être que ce n'était pas fait pour être. Mais j'ai le sentiment qu'elle le verra. Parce qu'elle vous a toujours vu mieux que vous ne vous voyez vous-même. » Le dimanche, Henri était à la gare routière 2 heures avant l'heure d'arrivée prévue. Il faisait les 100 pas, vérifiant son téléphone chaque minute. Quand le bus arriva enfin et que les portes s'ouvrirent, il sentit son cœur presque sortir de sa poitrine. Marine descendit avec son sac à dos et sa canne à la main. Elle avait un air différent, plus confiante, plus légère, comme si le voyage lui avait enlevé un poids qu'elle portait sur les épaules. Henri s'approcha lentement. Marine. Elle se tourna vers la voix, un petit sourire apparaissant sur son visage. Henri. Il la guida jusqu'à la voiture, l'aidant avec son sac. Pendant le trajet jusqu'à la maison, ils parlèrent de la tournée, des villes qu'elle avait visitées, des gens qu'elle avait rencontrés. C'était une conversation légère, prudente, pleine de pauses significatives. Quand ils arrivèrent à la maison, Marine sentit la familiarité du lieu, l'odeur, les sons, l'amplitude des espaces. C'était étrange d'être de retour après si longtemps. Madame Célia les attendait à la porte, avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à la maison, Marine. J'ai préparé votre thé préféré. » Marine sentit ses yeux brûler. Cette maison, ces gens, étaient devenus importants pour elle d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer. Après le thé, Henri l'emmena dans le jardin arrière. Il avait préparé une surprise. Il y avait une petite scène montée avec un micro et une enceinte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marine. Henri prit une profonde inspiration. « Tu m'as laissé t'écouter chanter de loin au théâtre, mais j'aimerais t'écouter de près, juste pour moi, si tu veux, bien sûr. » Marine sentit son cœur s'accélérer. C'était une demande simple, mais chargée de sens. Il ne lui demandait pas de se produire. Il lui demandait d'être admis dans son monde. Vraiment. Elle monta sur la petite scène et ajusta le micro. Elle pensa à la chanson qu'elle chanterait. Il fallait que ce soit quelque chose qui dise ce que les mots ne pouvaient pas. Elle choisit avec le temps, de Léo Ferré. Une chanson sur le temps, sur les choses qui restent, sur la beauté qui existe même au milieu de la douleur. Quand elle commença à chanter, Henri ferma les yeux et se laissa emporter. Sa voix remplissait le jardin, remplissait la maison, remplissait les endroits vides en lui qu'il avait appris à accepter comme permanents. Et pour la première fois depuis la perte d'Amandine, il sentit qu'il était peut-être capable d'aimer à nouveau, pas de la même manière, mais d'une manière nouvelle. Une manière qui honorait le passé mais n'en était pas prisonnière. Quand Marine termina, il y eut un silence, et puis Henri applaudit, lentement, les larmes coulant sur son visage, sans honte. C'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Marine descendit de la scène et Henri la rejoignit à mi-chemin. Ils restèrent debout l'un en face de l'autre, l'espace entre eux chargé de tout ce qui avait été et de tout ce qui pourrait encore être. « Marine, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle acquiesça, attendant. « Quand Amandine est partie, je suis mort avec elle. Pas littéralement, mais de toutes les manières qui comptent. J'ai arrêté de vivre. J'ai arrêté de ressentir.
Je me suis enfermé ici et j'ai décidé qu'il était plus sûr de ne pas risquer à nouveau. Et puis tu es apparu, d'abord comme une voix sur un écran, puis comme une présence réelle. Et tu m'as rappelé qu'il y avait encore de la vie en moi. Mais j'ai eu si peur de perdre à nouveau que j'ai menti. J'ai caché qui j'étais parce que je pensais que ce serait plus sûr. Mais ça ne l'a pas été. Ça m'a seulement fait te perdre d'une manière encore plus douloureuse. Et j'ai appris quelque chose de ça. J'ai appris qu'aimer avec la peur n'est pas vraiment aimer. C'est juste se protéger. Et je ne veux plus me protéger. Je veux prendre des risques. Je veux ressentir, même si ça fait mal. Parce que tu m'as appris que la douleur, au moins, prouve qu'on est en vie. Marine sentit les larmes couler. C'étaient les mots qu'elle lui avait dits des mois auparavant, dans un message quand il était encore Gabriel. Et les entendre à nouveau venant maintenant du vrai Henri, complet, vulnérable, signifiait tout. J'ai eu peur aussi, avoua-t-elle. Peur de ne pas être assez, peur que tu ne me vois que comme la fille aveugle qui a besoin d'aide, peur que lorsque la nouveauté passerait, tu te rendes compte que je n'avais rien de spécial. Mais j'ai alors compris quelque chose. Peu importe comment tu me vois. Ce qui importe, c'est comment je me vois. Et pour la première fois de ma vie, je me vois entière, complète, capable. Et si tu veux faire partie de cette vie, je veux te laisser entrer. Mais pour de vrai, sans jeu, sans mensonge. Henri prit son visage entre ses mains, comme il l'avait fait la première fois qu'il l'avait embrassé. Sans jeu, sans mensonge, juste la vérité, même quand elle fait mal. Et il l'embrassa. C'était un baiser différent des précédents. Il n'avait pas l'urgence du désir ou le désespoir de la peur de perdre. Il avait quelque chose de plus profond. Il avait la promesse d'essayer, de construire, d'être réel. Quand ils s'écartèrent, Marine sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage. Alors essayons, mais doucement. Un jour à la fois, acquiesça Henri. Les licenciés, mois qui suivirent, furent une reconstruction. Marine retourna travailler à la maison, mais plus comme femme de ménage. Henri insista pour qu'elle n'ait pas besoin de travailler, qu'il s'occuperait de tout. Mais Marine refusa. Elle voulait son indépendance. Elle voulait construire quelque chose qui soit à elle. Elle commença donc à donner des cours de chant à des enfants malvoyants dans une association qu'Henri aida à financer. Et elle découvrit qu'enseigner était aussi gratifiant que de chanter. Henri, de son côté, commença à changer sa façon de diriger l'entreprise. Il s'impliqua davantage dans des projets sociaux, utilisant la fortune familiale pour faire une réelle différence. Et chaque fois qu'il prenait une décision importante, il demandait l'avis de Marine. Non pas parce qu'elle s'y connaissait en affaires, mais parce qu'elle avait une façon de voir le monde qui le faisait penser au-delà du profit. Ils se disputaient, bien sûr. Il y avait des jours où leurs différences semblaient trop grandes. Des jours où Marine sentait qu'elle n'appartenait pas à ce monde de luxe. Des jours où Henri retombait dans ses vieilles habitudes d'essayer de tout résoudre avec de l'argent. Mais ils parlaient toujours. Ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Ils se souvenaient toujours de la promesse, la vérité même quand elle fait mal. Un an après cet après-midi dans le jardin, Henri emmena Marine dans la chambre du 3e étage, la chambre qui avait appartenu à lui et à Amandine. La chambre qui était restée fermée pendant des années. Il prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Je dois faire ça. Je dois laisser le passé s'en aller. Non pas pour l'oublier, mais pour l'honorer de la bonne manière, en vivant. Marine lui tint la main pendant qu'ils entraient. Henri décrivit chaque objet, chaque photo, chaque souvenir. Et pour la première fois depuis la perte, il parla d'Amandine sans douleur. Il parla avec affection, avec gratitude, mais aussi avec acceptation. Ensemble, ils commencèrent à emballer les affaires, non pas pour les jeter, mais pour les ranger avec respect, pour transformer cet espace en quelque chose de nouveau. Marine suggéra que cela devienne un studio de musique, un endroit où elle pourrait enseigner, où il pourrait faire de petites représentations pour les enfants. Henri adora l'idée. Il fallut des mois pour rénover la chambre, mais quand elle fut prête, elle était parfaite. Elle avait une isolation acoustique, des instruments de musique, un piano à queue qu'Henri avait acheté spécialement pour que Marine apprenne à jouer. Et sur le mur, une plaque qui disait « Pour Amandine qui m'a appris à aimer, pour Marine qui m'a appris à vivre à nouveau ». Marine pleura quand Henri lui lut la plaque,
parce qu'elle comprit qu'elle n'était pas en compétition avec un fantôme. Elle honorait un souvenir tout en construisant quelque chose de nouveau. La demande en mariage fut simple. Un soir ordinaire, après un dîner préparé par eux deux dans la cuisine de la maison. Sans public, sans grande mise en scène. Juste, que deux. Madame Célia observant discrètement depuis la porte. « Marine, je n'ai pas de bague coûteuse. Je n'ai pas préparé de discours élaboré. J'ai juste ça. » Henri lui prit la main et y plaça quelque chose. C'était une bague simple, en argent, avec une petite pierre. Elle appartenait à ma grand-mère. La seule personne de la famille qui m'a appris que la valeur des choses n'est pas dans leur prix, mais dans ce qu'elles représentent. Je veux passer le reste de ma vie à te prouver chaque jour que ton choix de m'accepter est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Veux-tu m'épouser? Marine tint la bague, sentant le poids de la question et la légèreté de la réponse. Oui. 1000 fois oui. Le mariage fut petit, dans une simple chapelle de la campagne française. Seules les personnes qui comptaient vraiment étaient présentes. Madame Célia qui pleura pendant toute la cérémonie. Quelques amis de Marine de l'association. Quelques cadres de l'entreprise qu'Henri avait appris à voir comme plus que des employés. Et au premier rang, une place vide avec une photo. Amandine. Parce qu'elle aussi faisait partie de cette histoire. Marine chanta pendant la cérémonie. Elle chanta une chanson qu'elle avait composée spécialement pour ce jour. Elle parlait de rencontres, de secondes chances, de l'amour qui n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Et quand elle eut fini, il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. La vie après le mariage ne fut pas parfaite. Ils continuèrent à avoir leurs défis, leurs conflits, leurs moments de doute. Mais ils revenaient toujours à la base. La vérité, le respect et la volonté d'essayer. Toujours. Marine continua à donner des cours, à chanter, à être la voix qui guidait les enfants aveugles à découvrir leur propre lumière. Henri continua à diriger l'entreprise, mais maintenant avec un but qui allait au-delà du profit. Ensemble, ils créèrent une fondation qui aidait les personnes handicapées à trouver des opportunités de travail et d'expression artistique. Et tous les soirs, avant de dormir, Henri tenait la main de Marine et disait « Merci de m'avoir appris à vivre à nouveau », et elle répondait « Merci de m'avoir appris que j'ai toujours été digne d'être aimé », parce qu'au final, c'est ce qu'ils avaient tous deux appris, que le véritable amour n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'honnêteté, il a besoin de courage. Il a besoin de la volonté de voir l'autre non pas comme on voudrait qu'il soit, mais comme il est vraiment, avec toutes ses failles, avec toutes ses cicatrices, avec toute l'humanité imparfaite et magnifique qui fait de nous ce que nous sommes. Et quand Marine chantait dans le studio qui fut un jour la chambre de deuil d'Henri, il arrêtait ce qu'il faisait et écoutait simplement. Il écoutait la voix qui lui avait sauvé la vie, la voix qui avait prouvé que même dans les endroits les plus sombres, il y a encore de la place pour la lumière. Parce que parfois, la personne qui nous sauve n'est pas celle qui nous sort de l'obscurité. C'est celle qui nous apprend que nous pouvons y exister et quand même briller. Et ainsi, entre réussite et erreur, entre vérité et vulnérabilité, Marine et Henri construisirent une histoire qui n'eut pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Une histoire qui commença par des mensonges, mais se transforma en la chose la plus honnête qu'ils aient jamais vécue. Une histoire où l'amour ne fut pas un conte de fées, mais quelque chose de bien meilleur. Il fut réel. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Henri a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce parcours d'amour, de pardon et de nouveau départ, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, des histoires de courage, de seconde chance, de la beauté d'être imparfait et pourtant digne d'amour. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec un autre récit qui touchera vos émotions et vous fera réfléchir sur les mystères du cœur.